En mars 1991, une équipe d'ouvriers de Smolensk est arrivée dans le village de Krasnoye pour démolir l'ancien bâtiment de formation professionnelle de l'école locale. Le bâtiment avait été déclaré dangereux 3 ans auparavant, mais des tracasseries administratives avaient retardé sa démolition. Lorsque les ouvriers ont commencé à ouvrir les planchers de l'atelier principal, ils ont découvert sous les planches un escalier en bois qui descendait vers le sous-sol. Personne ne connaissait l'existence de ce sous-sol, ni le directeur actuel de l'école, ni son prédécesseur, ni l'architecte du district. Dans le sous-sol, ils ont trouvé 23 caisses en bois contenant des outils et un album avec des photos d'élèves des années 60. Sous chaque photo, une inscription au stylo à bille rouge indiquait « Disparu ». L'album contenait au total 32 photos. Après cette découverte, l'école a été fermée une semaine plus tard et les documents des archives du district ont disparu dans des circonstances inexpliquées. J'ai appris cette histoire 15 ans plus tard, alors que je travaillais comme ingénieur civil dans une entreprise spécialisée dans la rénovation de bâtiments anciens dans la région de Smolensk. On nous avait invités à inspecter l'ancienne école du village de Krasnoye avant sa vente éventuelle à un investisseur privé. Le village était situé à 50 km de Smolensk, à l'écart des routes principales. C'était un village typique de la région, environ 300 habitants, principalement des retraités, quelques familles qui travaillaient, les autres ayant quitté le village pour la ville après l'effondrement des coopératives agricoles dans les années 1990. Le village a été fondé au XVIIIe siècle comme village de propriétaires terriens. Au XIXe siècle, une petite usine de lin fonctionnait ici, utilisant le lin local. Après la Révolution, l'usine a été fermée et, dans les années 1930, une coopérative agricole a été créée. Pendant la guerre, le village a été occupé par les Allemands pendant 2 ans et de nombreux bâtiments ont été incendiés. Après la libération, il a été reconstruit, y compris l'école. Elle a été construite en 1946, un bâtiment en bois sur des fondations en pierre, un projet standard pour les écoles rurales de l'époque. Le bâtiment destiné à l'enseignement professionnel a été construit plus tard, en 1958, lorsque le système éducatif soviétique a mis davantage l'accent sur l'enseignement polytechnique. Le bâtiment a été construit séparément, à une trentaine de mètres du bâtiment principal et relié par un passage couvert. Il comporte 2 étages, une ossature en bois, un revêtement en bardage et un toit en ardoise. Au rez-de-chaussée se trouvaient dans les ateliers pour les garçons, menuiserie et serrurerie. Au 2e étage, il y avait une salle d'économie domestique pour les filles et un petit atelier de couture. Nous sommes arrivés à Krasnoye à la fin du mois d'octobre 2006. Il faisait froid, il pleuvait légèrement et la boue sur les routes rendait la circulation difficile. Le bâtiment scolaire se trouvait à la lisière du village, derrière lequel commençait une forêt mixte, dominée par les sapins et les bouleaux. Le bâtiment principal semblait relativement bien conservé. Les fenêtres étaient condamnées de par des planches. Le toit s'était effondré par endroits, mais les murs tenaient bon. Le bâtiment dédié à l'enseignement professionnel faisait une bien pire impression. Le revêtement était écaillé, laissant apparaître les poutres noircies par le temps. Le toit s'était affaissé au milieu, plusieurs fenêtres étaient cassées, la porte ne tenait plus que par un seul loquet. J'étais accompagné de 2 techniciens, Andreï et Maxime, tous 2 spécialistes expérimentés dans l'inspection des structures en bois. Nous avons procédé à une première inspection de l'extérieur, avons constaté les principaux dommages et pris des photos. Puis nous avons commencé l'inspection intérieure. Nous avons inspecté le bâtiment principal en une journée, dressé une liste des dommages et évalué les possibilités de restauration. Le bâtiment était en mauvais état, mais pouvait être réparé. Le bâtiment destiné à la formation professionnelle
a été inspecté le lendemain. La porte a été ouverte à l'aide d'un pied de biche. Les gonds étaient complètement rouillés. À l'intérieur, ça sentait la pourriture et la moisissure. Le rez-de-chaussée était occupé par 2 grandes pièces, d'anciens ateliers. Dans l'atelier de menuiserie, il y avait des établis recouverts d'une épaisse couche de poussière et de fientes d'oiseaux. Les outils avaient été emportés depuis longtemps. Il ne restait que des machines lourdes, un tour et une perceuse, complètement rouillés. Le sol était pourri à plusieurs endroits, il fallait marcher prudemment, en vérifiant chaque planche. Dans l'atelier de serrurerie, le tableau était similaire. Des établis avec des étaux, des machines rouillées, du plâtre écaillé sur les murs. Les fenêtres étaient cassées, la pluie et la neige s'étaient infiltrées à l'intérieur pendant des années, le bois avait gonflé et noirci. Andri vérifiait les structures porteuses à l'aide d'une sonde métallique et notait le degré de détérioration du bois. Maxime photographiait les dégâts et dressait un plan des locaux. L'escalier menant au 2e étage semblait peu solide. Plusieurs marches étaient effondrées et il n'y avait pas de rampe. J'ai décidé de monter seul pour ne pas surcharger la structure. Je suis monté lentement, en m'agrippant au mur et en vérifiant chaque marche. En haut, il y avait un couloir et 3 pièces. L'ancien bureau de l'économie domestique avec des restes d'équipements de cuisine, un atelier de couture avec 2 vieilles machines à coudre et une petite pièce de service. Dans la pièce de service, j'ai remarqué une chose étrange. Un tableau d'affichage était accroché au mur, sur lequel se trouvaient encore des papiers jaunis avec l'emploi du temps des cours. Les dates remontaient à 1988. Les dernières inscriptions dataient du mois de mai. Il s'agissait de l'emploi du temps des classes de 5e et 4e, avec des cours de travaux manuels les jeudis et vendredis. Sous l'emploi du temps était accrochée une liste d'élèves, répartis en groupes. Les noms étaient écrits à l'encre décolorée. Certains noms étaient rayés au stylo rouge. J'ai décroché le tableau du mur pour le photographier de plus près. En dessous, sur le plâtre, il y avait une inscription au crayon. Les lettres étaient irrégulières, comme si elles avaient été écrites par un enfant ou par quelqu'un qui était pressé. L'inscription disait « Ne reste pas ici après la sonnerie ». Rien de plus. J'ai photographié l'inscription, remis le tableau en place et suis descendu. André et Maxime ont inspecté les fondations du bâtiment à l'extérieur. Les fondations étaient en pierre, construites en calcaire local avec un mortier à base de chaux. À plusieurs endroits, la maçonnerie était fissurée, mais dans l'ensemble, elle tenait bien. J'ai signalé que le 2e étage avait été inspecté et qu'on pouvait passer à la rédaction du rapport final. On a rassemblé nos outils et on s'est dirigé vers la sortie. À la porte, Maxime s'est arrêté et a dit qu'il avait oublié son mètre à ruban dans l'atelier de menuiserie. Il était retourné le chercher tout seul. Nous avons attendu près de la voiture pendant 10 minutes. Maxime ne revenait pas. André l'a appelé plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Nous sommes retournés dans le bâtiment. Maxime se tenait au milieu de l'atelier de menuiserie et regardait le sol. Il ne réagissait pas à nos voix, ne tournait pas la tête. André s'est approché de lui et lui a touché l'épaule. Maxime a sursauté, nous a regardés comme s'il ne comprenait pas qui nous étions. Puis il a cligné des yeux plusieurs fois et a demandé combien de temps s'était écoulé. Nous lui avons répondu environ 10 minutes. Il a répondu que pour lui, cela n'avait pas duré plus d'1 minute. Il est entré dans l'atelier, a vu le mètre ruban par terre, s'est baissé pour le ramasser. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons interpellé. Nous sommes sortis du bâtiment. Maxime semblait désorienté, mais il se sentait bien physiquement. Nous avons décidé que c'était de la fatigue ou une sorte de crise liée à l'air vicié et à la moisissure dans la pièce. Nous avons terminé notre travail pour la journée et sommes retournés à l'hôtel dans le centre du district. Le soir,
J'ai étudié les documents sur l'école que j'avais trouvés à la bibliothèque du district avant le voyage. L'école de Krasnoïa fonctionnait depuis 1946 et accueillait les enfants du village et de 3 villages voisins. Le nombre d'élèves variait entre 150 et 200 selon les années. Il a atteint son maximum dans les années 1960, puis a commencé à diminuer avec l'urbanisation et la baisse de la population rurale. L'école a été fermée en 1991, officiellement en raison du faible nombre d'élèves. Il en restait moins de 30, ce qui rendait le maintien d'une école séparée économiquement non viable. Les enfants ont été transférés dans le village voisin, où se trouvait une école plus grande. Mais les documents ne faisaient aucune mention de la découverte dans le sous-sol du bâtiment réservé à l'enseignement professionnel. Il n'y avait aucune information indiquant que le bâtiment avait été démoli. L'école avait simplement fermé, c'est tout. J'ai essayé de trouver des informations supplémentaires sur Internet, mais je n'ai rien trouvé. J'ai décidé de parler le lendemain aux habitants de la région qui pouvaient se souvenir de ces événements. Le matin, nous sommes retournés à Krasnoïe. J'ai laissé Andreï et Maxime poursuivre l'inspection du bâtiment principal, tandis que je suis parti à la recherche des anciens. Au centre du village, il y avait un petit magasin où les retraités avaient l'habitude de se retrouver. Je me suis approché d'un groupe d'hommes âgés et leur ai expliqué que je travaillais sur une étude de l'école et que je m'intéressais à son histoire. L'un des hommes, qui s'est présenté comme Ivan Petrovitch, m'a dit qu'il avait étudié dans cette école dans les années 50. L'école était ordinaire, les enseignants de strict, la discipline soviétique. Le bâtiment destiné à l'enseignement professionnel a été construit plus tard, après qu'il ait terminé ses études. Mais il se souvient de la construction. La construction a été rapide, elle a duré un été. Et elle a été réalisée par des détenus de la colonie pénitentiaire locale, située à 20 km du village. J'ai posé des questions sur les événements de 1991, sur la découverte dans le sous-sol. Ivan Petrovitch a pris un air sombre, a réfléchi un moment, puis a répondu qu'il valait de mieux de ne pas en parler. Les autres hommes ont acquiescé, le soutenant. J'ai insisté, expliquant que j'avais besoin de ces informations pour mon travail, qu'il n'y avait aucun danger à en parler. Ivan Petrovitch a regardé les autres, qui ont haussé les épaules. Il a raconté qu'en mars 1911, des ouvriers étaient effectivement venus démolir le bâtiment de la formation professionnelle. Le bâtiment n'était plus utilisé depuis longtemps. Il n'y avait plus de cours depuis 1988. Le professeur de travaux manuels avait démissionné ou avait disparu. Personne ne savait exactement. Aucun remplaçant n'avait été envoyé et les cours avaient été transférés dans le bâtiment principal. Lorsqu'ils ont commencé à démonter les planchers, ils ont trouvé un escalier menant au sous-sol. La directrice de l'école, une femme d'une 50aine d'années, était sous le choc. Elle travaillait dans cette école depuis 20 ans, mais n'avait jamais entendu parler du sous-sol. Les ouvriers sont descendus avec des lampes. Le sous-sol était petit, environ 4 mètres sur 5, avec une hauteur sous plafond d'environ 2 mètres. Les murs étaient en terre, renforcés par des planches. Dans un coin se trouvaient 23 caisses en bois. Dans les caisses se trouvaient des outils, des scies, des ciseaux à bois, des rabots, des marteaux. Tous les outils étaient anciens, fabriqués avant la guerre, certains portant les marques de fabricants allemands. Sur le couvercle d'une des caisses se trouvait un album à la couverture noire. L'album a été pris par la directrice de l'école. Elle le feuilleta sur place, dans la cave, puis remonta à l'étage, pâle, et dit aux ouvriers d'arrêter le travail et de partir. Les ouvriers s'en allèrent sans comprendre ce qui s'était passé. 2 jours plus tard, la directrice se rendit au département de l'éducation du district. Elle revint avec des représentants de l'administration du district. Ils emportèrent sec l'album, scellèrent le bâtiment et interdirent à quiconque d'y entrer. 1 semaine plus tard, l'école a été fermée.
Ils ont annoncé que le bâtiment était dangereux, que les enfants n'y iraient plus, et que les cours seraient transférés dans le village voisin. Les parents étaient indignés, mais ils n'avaient eu pas le choix. La directrice a rédigé une lettre de démission volontaire et a quitté le village. Personne ne l'a revu depuis. J'ai demandé à Ivan Petrovitch ce qu'il y avait dans l'album. Il m'a répondu qu'il ne l'avait pas vu lui-même, mais qu'il l'avait entendu dire par les ouvriers. Des photos d'enfants, d'élèves de l'école, prises à différentes époques. Sous chaque photo, une inscription au stylo rouge. Disparu. Tous les enfants sur les photos étaient répertoriés comme ayant été transférés dans d'autres écoles pour diverses raisons. Déménagement de la famille, parents ayant trouvé un emploi ailleurs, transfert pour raisons de santé. Mais aucun d'entre eux n'avait réellement déménagé. Ils avaient tout simplement disparu. J'ai demandé si les noms de ces enfants étaient là, connus. Ivan Petrovitch a secoué la tête. L'album a été emporté. Les documents des archives de l'école ont également été emportés. Puis une partie des archives a disparu du dépôt régional. Officiellement, cela a été attribué à un incendie dans les archives en 1992, mais personne n'a vu d'incendie. Les dossiers de l'école de Krasnoye ont simplement disparu. J'ai remercié pour ces informations et je suis retourné au bâtiment de la formation professionnelle. Andrei et Maxime avaient terminé l'inspection du bâtiment principal et faisaient les dernières mesures. Je leur ai dit que je voulais revoir le bâtiment de la formation professionnelle plus en détail. Andrei m'a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé, disant que je pouvais m'en occuper seul, que je devais vérifier plusieurs points précis. Je suis entré dans le bâtiment et me suis rendu dans l'atelier de menuiserie. Je me suis placé au centre de la pièce, là où Maxime se tenait hier. J'ai examiné le sol. Les planches étaient vieilles, noircies, beaucoup étaient pourries. Au centre de la pièce, plusieurs planches avaient un aspect différent. Elles étaient partout plus claires, comme si elles avaient été remplacées de plus tard. Je me suis accroupi pour les examiner de plus près. Elles étaient effectivement différentes, posées par-dessus l'ancien plancher. Je sortis de mon sac le levier que j'avais pris au cas où. Je soulevai l'une des nouvelles planches. Elle se souleva facilement. Les clous étaient rouillés. Sous elle se trouvait une autre planche, ancienne. Je la soulevai également. Sous les vieilles planches, on pouvait voir le bord d'une structure en bois. Je soulevai encore quelques planches. Un escalier menant vers le bas apparut. En bois, grossièrement cloué, les marches étaient laides, larges et basses. J'ai sorti ma lampe de poche et j'ai dirigé le faisceau vers le bas. L'escalier descendait sur environ 3 mètres. Au fond, on voyait une surface en terre battue. Je suis descendu prudemment, en vérifiant chaque marche. Le bois était solide. Il ne cédait pas sous le poids. La cave était telle que l'avait décrite Ivan Petrovitch. Une petite pièce, des murs en terre renforcés par des planches verticales. Le plafond était également en bois. Les poutres soutenaient le plancher de l'atelier au-dessus. Ça sentait la terre et la pourriture. Dans un coin, il y avait effectivement des caisses en bois. J'en ai compté 21 et non 23. Peut-être que 2 avaient été emportés par les ouvriers ou qu'Ivan Petrovitch s'était trompé dans le nombre. Je m'approchai des caisses et ouvris le couvercle de la plus proche. À l'intérieur se trouvaient des outils, des scies à manches en bois, des ciseaux à bois de différentes tailles, des rabots. Tout était vieux, couvert de rouille et de poussière. J'ouvris plusieurs autres caisses. Partout, il y avait des outils, des ensembles similaires. Certains outils portaient le marquage du fabricant, mais je n'ai pas pu tous les lire, car la rouille avait rongé le métal. J'ai fait le tour du sous-sol en inspectant les murs. À un endroit, les planches semblaient plus sombres, comme si elles avaient été mouillées par de l'eau ou autre chose. J'ai approché la lampe. Il y avait des taches sombres sur les planches, séchées, incrustées dans le bois. Les taches formaient des coulures irrégulières qui s'écoulaient vers le bas.
J'ai passé mon doigt sur une tache. Puis, j'ai regardé ma main. Il ne restait plus rien. C'était trop vieux. Dans le coin opposé du sous-sol, j'ai remarqué une autre chose étrange. Le sol en terre battue semblait irrégulier à cet endroit, comme s'il avait été retourné. Je m'assis et l'examinai de plus près. La terre était plus meuble et de couleur différente de celle du sol environnant. La zone irrégulière mesurait environ 2 mètres sur 1 mètre. Je remontai à l'étage et sortis du bâtiment. Andreï et Maxime m'attendaient dans la voiture. Je leur ai dit que j'avais terminé l'inspection et que nous pouvions partir. Maxime m'a demandé si j'avais trouvé quelque chose d'intéressant. Je lui ai répondu que j'avais trouvé le sous-sol dont parlait Cody, les habitants. Il y avait des caisses d'outils, rien de spécial. Andreï voulait aller voir, mais je lui ai dit que l'escalier n'était pas sûr, qu'il ne fallait pas prendre de risques et que ce n'était pas important pour le rapport. Nous sommes retournés au centre régional, j'ai commencé à rédiger le rapport final. Le bâtiment principal de l'école avait besoin d'une rénovation complète, mais il était en cours de restauration. Le bâtiment dédié à l'enseignement professionnel était en état d'urgence. Sa restauration n'était pas envisageable. Sa démolition était recommandée. Tout était standard, sans détails superflus. Mais je ne pouvais pas me sortir le sous-sol de la tête. Les taches sombres sur les murs, la terre retournée dans un coin, les caisses d'outils, l'album avec les photos des enfants disparus, l'inscription sur le mur en haut. Ne reste pas ici après la sonnerie. Tout cela formait une image que je ne voulais pas voir, mais qui devenait de plus en plus nette. J'ai décidé de me rendre aux archives régionales de Smolensk pour essayer de trouver des documents sur l'école. Les archives se trouvaient dans un vieux bâtiment au centre-ville et fonctionnaient selon un horaire standard. J'ai expliqué à l'employé que j'avais besoin de documents sur l'école du village de Krasnoye pour la période allant des années 50 aux années 90. Elle a vérifié les catalogues et m'a dit que la plupart des documents sur cette école étaient manquants. Seuls étaient disponibles des rapports sur le nombre d'élèves pour certaines années et quelques décrets sur des questions de personnel. J'ai pris ce qu'il y avait. Les rapports montraient une situation classique. Le nombre d'élèves a augmenté jusqu'à la fin des années 60, puis a lentement diminué. Aucune anomalie. Les ordonnances relatives au personnel étaient plus intéressantes. En 1958, Fyodor Kuzmich Gromov, un homme de 42 ans qui travaillait auparavant comme contremaître dans une usine à Briansk, a été nommé professeur de travaux manuels. En 1988, il a été licencié pour violation systématique de la discipline du travail. Aucun détail n'était donné. J'ai demandé à une employée de vérifier s'il existait d'autres documents concernant Fyodor Kuzmich Gromov. Elle s'est rendue dans les archives et s'est revenue 20 minutes plus tard. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé le dossier personnel, mais qu'il était soumis à un accès restreint et qu'une autorisation spéciale était nécessaire. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas, que c'était la mention qui figurait dans le catalogue. L'obtention de l'autorisation aurait pris plusieurs jours, et je n'étais pas sûr de l'obtenir. J'ai décidé d'agir autrement. Je suis retourné à Krasnoye le soir même. J'ai trouvé la maison d'Ivan Petrovitch. Il vivait seul. Sa femme était décédée quelques années auparavant. Ses enfants avaient quitté le foyer. Je lui ai expliqué que j'avais besoin d'informations sur un professeur d'arts plastiques qui avait travaillé à l'école dans les années 50-80. Ivan Petrovitch m'a invité à entrer, m'a servi du thé et a allumé une cigarette. Il m'a dit qu'il se souvenait de Gromov, même s'il n'avait pas été son élève, car celui-ci était arrivé à l'école après qu'Ivan Petrovitch l'ait quitté. Mais dans le village, tout le monde se connaissait et on parlait beaucoup de Gromov. Fyodor Kuzmich est arrivé à Krasnoye en 1958. C'était un homme robuste, taciturne, avec une allure militaire. Il vivait seul dans la maison que l'école lui avait attribuée
et ne communiquait avec personne en particulier. Il allait régulièrement au travail et donnait ses cours avec rigueur. Les enfants le craignaient, mais le respectaient. Il enseignait bien. Après ses cours, les garçons savaient vraiment travailler de leurs mains. Les bizarreries ont commencé dans les années 60. Plusieurs élèves ont disparu dans des circonstances obscures. Officiellement, leurs familles avaient donc déménagé ailleurs, mais personne ne les avait vus partir. Un jour, un enfant venait à l'école, et le lendemain, il n'était plus là. On disait aux parents que la famille avait déménagé pendant la nuit, sans dire au revoir. C'était étrange, mais à cette époque, les gens déménageaient souvent pour trouver du travail, et personne ne s'en étonnait particulièrement. En 30 ans, plus de 30 enfants ont disparu. Pas tous en même temps, 1 ou 2 par an, parfois avec des intervalles de plusieurs années. Tous étaient enregistrés comme transférés dans d'autres écoles. Les documents étaient en règle, les signatures étaient l'Artola, les cachets aussi. Mais si l'on essayait de retrouver ces enfants, de vérifier où ils avaient réellement déménagé, les traces s'interrompaient. Les nouvelles écoles n'avaient aucune information sur ces élèves. Les adresses s'avéraient inexistantes. Les parents ne répondèrent pas aux demandes. Peu à peu, l'opinion s'est répandue dans le village que quelque chose n'allait pas avec Gromov. On a commencé à l'éviter, à ne plus l'inviter aux événements communautaires, à ne plus le saluer dans la rue. Il a continué à travailler, à vivre seul, sans réagir à quoi que ce soit. Les enfants racontaient des choses étranges, que Gromov les retenait parfois après les cours dans l'atelier, les obligeait à faire des devoirs supplémentaires, puis les laissait partir. Ceux qu'il retenait se comportaient ensuite de manière étrange. Ils devenaient silencieux, renfermés, évitaient toute communication. En 1988, quelque chose s'est produit, à la suite de quoi Gromov a été licencié. Ivan Petrovitch ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais il avait entendu différentes versions. Selon l'une d'elles, les parents d'un des élèves s'étaient plaints au directeur que leur fils rentrait à la maison couvert de bleu et affirmait que Gromov l'avait battu. Selon une autre version, l'un des enseignants avait vu Gromov emmener un enfant dans l'atelier tard le soir, alors que l'école était déjà fermée. Gromov a été licencié en mai 1988. Il a rassemblé ses affaires et a quitté le village. Personne ne savait où il était parti. Personne ne l'a plus jamais revu. Le bâtiment dédié à l'enseignement professionnel a été fermé, sous prétexte qu'il fallait le rénover. Les travaux n'ont pas commencé pendant 3 ans, puis il a été décidé de le démolir. J'ai demandé à Ivan Petrovitch s'il savait où Gromov pouvait être enterré, s'il était mort. Ivan Petrovitch a secoué la tête. Il a dit qu'il n'était certainement pas au cimetière local. Peut-être était-il parti mourir ailleurs, peut-être était-il encore en vie quelque part. Mais dans le village, on pensait qu'il était mort peu après son départ à la retraite. Il semblait trop vieux et malade au cours des derniers mois de son travail. Je suis rentré à l'hôtel tard dans la soirée. Je me suis couché, mais je n'arrivais pas à dormir. Je pensais aux 32 enfants qui avaient disparu en 30 ans. À Gromov, qui avait travaillé comme professeur de travaux manuels pendant toutes ces années. Au sous-sol de l'atelier, aux caisses d'outils, aux taches sur les murs, à la terre retournée. Le matin, j'ai pris une décision. Il fallait vérifier ce qui se trouvait sous la terre retournée dans le coin du sous-sol. S'il n'y avait rien, cela signifiait que ma théorie était fausse et que tout cela n'était qu'une coïncidence. S'il y avait quelque chose, il fallait prévenir la police. Je n'ai pas emmené Andreï et Maxime. Je leur ai dit que je devais retourner à Krasnoïe pour clarifier certains détails et qu'ils pouvaient se reposer. J'ai pris avec moi une pelle de sapeur, une lampe torche et un appareil photo. Je suis arrivé au village vers midi, alors que la plupart des habitants étaient chez eux. Je suis entré dans le bâtiment de la formation professionnelle et je suis descendu au sous-sol. J'ai dirigé ma lampe vers un coin où la terre avait été retournée.
J'ai commencé à creuser. La terre était dense, il était difficile de creuser. Au bout d'une demi-heure, je suis tombé sur quelque chose de dur. J'ai dégagé la terre avec mes mains. C'était un tissu, pourri, noirci. Sous le tissu, il y avait quelque chose de blanc. J'ai posé la pelle, j'ai sorti ma lampe de poche et j'ai dirigé le faisceau vers ma découverte. C'était un os humain, une partie d'un squelette. J'ai continué à déblayer la terre, très prudemment. Le squelette était petit, celui d'un enfant. Il gisait à environ 1 mètre de profondeur, dans une position recroquevillée. J'ai arrêté de creuser et je suis remonté à l'étage. Mes mains tremblaient, ma respiration était saccadée. Je suis sorti du bâtiment, je me suis assis sur le perron et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé le commissariat de police du quartier et j'ai expliqué que j'avais découvert des restes humains dans le sous-sol d'une ancienne école. L'agent de service m'a dit qu'ils allaient y venir immédiatement. La police est arrivée 1 heure plus tard. 2 enquêteurs, un expert en criminalistique, plusieurs agents opérationnels. Je leur ai montré le sous-sol, ce que j'avais déterré. L'enquêteur a examiné la découverte, a ordonné de boucler le bâtiment et d'appeler des spécialistes supplémentaires. On m'a demandé de me rendre au commissariat pour faire une déposition. Au commissariat, j'ai raconté tout ce que j'avais appris ces derniers jours. À propos de Gromov, des enfants disparus, de l'album photo, de l'atmosphère étrange qui régnait autour du bâtiment. L'enquêteur a pris des notes et m'a posé des questions pour clarifier certains points. Il m'a ensuite dit qu'il pourrait me convoquer à nouveau lorsque les résultats des expertises seraient disponibles. Les expertises ont pris 2 semaines. Pendant ce temps, 8 autres squelettes ont été découverts dans le sous-sol. Tous étaient des enfants âgés de 8 à 14 ans. Tous étaient enterrés à une profondeur comprise entre 80 cm et 1,5 m. Il n'a pas été possible de déterminer avec précision la date de l'enterrement, mais les experts ont estimé qu'il remontait à 30 ou 50 ans. Il n'a pas été possible de procéder à des analyses ADN, le matériel étant trop détérioré. Les enquêteurs ont tenté d'établir l'identité des victimes. Ils ont consulté les archives des écoles voisines, interrogé les anciens habitants et vérifié les listes des personnes disparues. Ils ont réussi à identifier 3 enfants grâce aux registres conservés. Tous 3 étaient enregistrés comme ayant été transférés dans d'autres écoles à différentes dates, en 1962, en 1971 et en 1984. Dans les 3 cas, les documents de transfert portaient de la signature de Gromov en tant que professeur principal ou professeur de travaux manuels. Gromov a été recherché dans tout le pays. Les bases de données, les fonds de pension et les établissements médicaux ont été vérifiés. Aucune trace. L'homme correspondant à ces données ne s'était enregistré nulle part depuis 1988. Il ne percevait pas de pension, n'avait pas sollicité d'aide médicale, ne s'était pas enregistré à son lieu de résidence, comme s'il avait disparu. On a vérifié sa biographie avant son arrivée à l'école. Fyodor Kuzmich Gromov est né en 1916 dans un village près de Briansk. Pendant la guerre, il a servi dans l'armée, a été fait prisonnier en 1942, puis libéré en 1945. Après sa libération, il a été contrôlé dans un camp de filtration, déclaré loyal et envoyé au travail. Il a travaillé dans une usine à Briansk jusqu'en 1958, puis a déménagé à Krasnoye. L'enquêteur a prêté attention à la période de captivité. Gromov a passé 3 ans dans un camp allemand pour prisonniers de guerre. Le camp était situé en Pologne. Les conditions y étaient cruelles et le taux de mortalité élevé. Les documents du contrôle de filtration indiquaient que Gromov avait été reconnu mentalement sain, mais la caractéristique mentionnait qu'il était devenu renfermé et taciturne après sa captivité. L'enquête a tenté de trouver un lien entre la captivité et les crimes ultérieurs, mais rien n'a pu être prouvé. Il y avait peu de preuves,
et il ne restait aucun témoin. L'affaire des meurtres en série d'enfants a été officiellement ouverte, mais le suspect n'a jamais été retrouvé. Gromov était recherché, mais il n'a pas pu être retrouvé. L'école de Krasnoï a été définitivement fermée. Les 2 bâtiments ont été scellés en tant que lieu de crime. Ils ont ensuite été démolis sur décision du tribunal. Il ne restait plus qu'un terrain vague, envahi par les mauvaises herbes, à la place de l'école. J'ai terminé le rapport d'inspection des bâtiments et l'ai remis au client. La vente n'a pas eu lieu pour des raisons évidentes. Je suis retourné à mon travail habituel, mais l'histoire de Krasnoï ne me quittait pas. Trop de questions restaient sans réponse.